Siegfried, t'es là? Putain, qu'est-ce qu'il fout? Putain, mais il s'est barré faire des courses ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Imia, fille de l'onde et du vent, entends mes paroles, entends mon chant. Te voilà parti, happé, disparu, vers un destin au lendemain méconnu. Pourquoi nous abandonner pour un monde stérile? Pourquoi nous quitter pour un avenir aux mille périls? Ta sœur pleure, ta mère hurle, les anciens de colère brûlent. Nos lois sacrées tu as enfreintes pour aider un monde qui n'est pas le tien, de te connaître ta famille feinte pour s'éviter de s'accabler de chagrin. Pourquoi tout quitter pour un monde condamné? Pourquoi ne pas rester? La fin est déjà fixée. Ton frère gémit, ton père frémit. Les anciens, par ces lois, t'ont banni. Renié tu es, déchu tu resteras. Jamais dans ton ancienne demeure ne rentreras. Apatride tu es, dépossédé tu seras. Seul tu resteras, même à la tombée d'Éona. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire d'un héros, où nous allons nous concentrer sur l'histoire d'Imia, une mage née d'une mère humaine et d'un père Eowyn, au destin assez particulier et assez emblématique en Andaria. Imia est une Eowyn issue de la lignée des Shidoni, une caste représentée et établie de 995 datation absolue à 1438 datation absolue, soit 2 cycles après le départ d'Imia du protectorat de Kor, une zone située dans la périphérie sud-est de la forêt d'Avenal. Née en 1420 en datation absolue et issue d'une famille très conservatrice, elle a caché ses aptitudes au contrôle des brèches qu'elle avait développées dès son plus jeune âge. Il est notable qu'elle n'est pas entièrement Eowyn, mais bien seulement à demi. Sa mère était une humaine, ambassadrice des cités de l'Est. Sa famille, justement, la rejetait en partie pour cette différence, l'écartant ainsi des nombreux privilèges qui lui auraient été dus autrement. À ses 18 cycles passés, elle quitte le protectorat pour aider les extérieurs contre la menace des démons, après avoir tenté d'aller saisir la chambre du conseil, qui l'a simplement enfermée et tenté de la conditionner pour qu'elle ne déroge plus à la règle de non-ingérence. Marquée comme telle, et avec un contrat sur sa tête impliquant une exécution à vue si elle tentait de s'enfuir, elle vécut 8 phases de souffrance où on tenta de la reformater à la manière de penser des Eowyn. Elle finit par réussir à s'enfuir, ayant récupéré suffisamment d'énergie pour effectuer une téléportation à longue portée, ce qui faillit d'ailleurs la tuer. Elle revint à elle sur le sol froid de la grande plaine du sud de Ketera. Elle se battit aux côtés des soldats contre les démons, et passa plusieurs fois en cours martial à cause de son utilisation de la magie, la sphère y étant hostile, mais sauvait des personnes de situations si désespérées qu'elles n'étaient pas inquiétées, ayant le soutien des soldats et des familles, ainsi que de la plupart des généraux pour ses services rendus. Alors âgée de 19 cycles, l'Eowyn s'engagea dans les rangs de la future tour de Dorreholm, aux côtés de nombreux chasseurs de toutes origines. Les plus notables à cette époque restant Ilitor et Shaedi. Leur objectif était de fonder une caste indépendante, qui devait être acceptée car nécessaire, mais tenue à l'écart car dérangeante. Dans ce contexte de guerre entre sphères et domaines, la tour tenta d'obtenir une trêve à l'arrivée de l'alliance des Rotan dans le conflit, afin d'unir les forces autour de la réalisation et le maintien d'une brèche entre les plans, et permettre ainsi la libre circulation de l'énergie brute, et par là empêcher les invasions, toujours plus violentes, toujours plus meurtrières. L'empereur du domaine en place, Yarnar, refusa toute alliance, et Imia dut donc, à l'aide de ses capacités, dérober la sphère dans les trésors de guerre même de l'empereur, et fut piégée lors de son larcin par les mages de sa cour. Au terme d'un bref mais dangereux affrontement, elle parvint à baisser les barrières magiques du lieu et se téléporter hors de la capitale, non sans se prendre un dernier coup de poignard empoisonné dans le dos. Blessée, elle fit appel aux membres de la tour pour conduire son corps et la sphère Seras dans un endroit où on ne l'y chercherait jamais, les ruines d'une cité éthéréenne, perdue au fond d'une vallée peuplée par les Anima, une des races les plus dangereuses du continent. En 1455, datation absolue, au terme de la quête de la sphère Seras, elle s'enferma dans les profondeurs de Fredavre, reconstruite à l'aide de la magie, et transformée en ce qui sera nommé par la suite Temple des Cristaux, puis Temple des Cristaux Brisés. À l'agonie, le poison de sa blessure se répandant en elle, elle choisit de se sceller, utilisant la sphère comme catalyseur d'une téléportation vers l'entre-deux, et interrompit son sort durant son déplacement, la laissant, corps et esprit, enfermée dans le vide, et maintenant la faille en place, ouverte, tant qu'elle y resterait.
Ma volonté vacillait. Je les implorais de me relever. Ils parlaient, mais leurs mots se brisaient à mes oreilles. Plus rien n'avait d'importance. J'avais juste à accomplir ce que j'avais par maintes fois repoussé, ce que j'espérais jamais n'avoir à mettre en œuvre. M'emmurer dans une prison qui me servira de tombeau. Pourtant, j'en étais là. Tout était allé si vite, galopant au même rythme effréné que le poison courant dans mes veines. Je n'avais que quelques heures, avait dit le guérisseur de la tour. Il s'agissait d'accomplir un maximum avant cette fin. Quelques mots, au sens désormais plus que douteux pour mon esprit ralenti. Plus tard, on me tendait cette sphère que tant convoitait. J'avais donné ma vie pour elle, pour la récupérer, et aller drainer jusqu'à la moindre once d'énergie qu'elle contenait. Et ce n'était pas peu dire. Le dernier fragment du cœur d'Oblitéra, encore à la surface de ces terres, avait beaucoup à offrir. Je le voyais vibrer tel un soleil entre mes mains tremblantes aux veines se teintant d'encre. Ou peut-être était-ce cette même toxine qui empoisonnait mon jugement. Quoi qu'il en fût, et quoi que mon acte impliquât, je me saisis à pleine main de l'orbe. La vision d'un œil m'observant m'assaillit. Les cristaux formés à la base des corps des mages qui l'avaient suivi, se trouvant avec elle à ce moment, servaient à former un cône dans lequel l'énergie brute pouvait circuler, sans toutefois entrer à des endroits non désirés comme c'était le cas lors des invasions démoniaques. Par leurs gestes fut donc résolue cette crise, mais pas pour aussi longtemps qu'il eût été voulu. On note son passage à différentes époques, sous forme d'un écho, d'une nature semblable aux apparitions comme les Oranais. Il s'agit d'une translocation de son esprit par disjonction de son corps depuis l'écho, ce qui lui permet donc d'accéder à tout point du temps et de l'espace, à condition de le vivre en même temps que son corps. Ce qui implique du coup une forme immatérielle et une présence simultanée de son esprit dans une infinité d'endroits, sur une infinité d'époques, ce qui l'a rendue folle, très exactement à l'instant où elle s'est plongée dedans. Elle fait partie des rares êtres vivants à avoir su naviguer dans l'écho d'entre-deux mondes et à avoir développé cette aptitude de manière innée, autodidacte. En 1839, datation absolue, les cristaux furent brisés et emportés, délitant le cône et provoquant le retour des démons. S'ensuit alors la fameuse guerre de l'oubli, la guerre qui précéda l'oubli et qui opposa les peuples aux essences. La voie de sortie qui fut trouvée pour se sortir de cette guerre inextricable fut de répandre l'oubli sur l'intégralité d'Andaria. Étant donné qu'elle n'était pas dans le réel à ce moment-là, elle fut épargnée par les effets du sort, comme ça a été le cas pour la plupart des éthériens et des trois créatures de l'éther. Mais toutefois, le mal était fait et les démons rentrèrent à nouveau dans Andaria, mais son corps resta dans la faille, bloqué à cet endroit-là sans possibilité pour elle d'en sortir. Au moment de la mort de l'entre-deux-mondes, au moment où l'Arutis fut lâché entre les plans, Ymia fut libérée. Mais son corps, modelé par l'énergie, et son esprit rendu instable par ce qu'elle avait vécu, souffrirent grandement de cette perte. Elle resta donc, errant entre deux plans, et 5 ans après environ, ressortit enfin au centre de la cité éthérienne où elle s'était enfermée, sous l'œil de quelques Eldrazi qui se trouvaient là et qui s'étaient réinstallés en cet endroit. Ceux-ci accordèrent une faveur à la femme. Ils lui insérèrent l'éclat d'Iranite à la place de son cœur, à la manière du cristal que les Eldrazi eux-mêmes portent en eux, permettant ainsi à son corps de réellement retourner dans la réalité, malgré son cœur qui s'était arrêté. Contrairement à toute attente, elle survécut à l'acte et réussit à contrôler le cristal sans se faire contrôler en retour, du moins le plus clair du temps. La résultante fut qu'elle perdut ce qui lui restait de mortel et qu'elle accéda, petit à petit, à une réserve d'énergie de plus en plus titanesque. J'avais tant observé, trop vu, au cours de cette vie éternelle ne durant qu'un instant, et ils ont tenu à me faire souffrir un peu plus. Retarder la fin d'une vieillarde au-delà des âges, cloisonnée dans un corps si jeune, mais si meurtri. Le poison avait arrêté mon cœur. Ils m'en ont mis un nouveau. Un honneur selon eux, une erreur selon d'aucuns, un miracle selon d'autres,
Une horreur, selon moi. J'ai regardé cette terre passer par tous les âges, et de cette contemplation, je ne tire nulle fierté, nul orgueil. Juste une lassitude immense, un regret de cette immortalité que l'on m'a hybridée contre mon gré. Elle passa les 4 siècles suivants à recouvrer ses forces, méditant sur les connaissances des Éthéréens par l'intermédiaire de la gemme. Mais dut sortir de sa retraite lors de la guerre contre les marchands, lors de la grande éclipse, où elle précipita un morceau du continent à Exnos dans l'abîme, vide formé par la disparition de l'entre-deux-mondes. Après cette étape, beaucoup craignirent la maîtresse de la tour, tant son pouvoir, ignoré jusqu'alors, impliquait de lourdes conséquences en cas de désaccord. Il était également connu que son esprit n'était plus intègre, et un ultimatum fut lancé par un conseil d'Aexnos. Ou elle quittait cette terre, ou une coalition serait formée contre elle et ceux qui la soutiendraient. C'était en réalité bien plus un homme de paille qu'une réelle menace, car tous, au dit conseil, s'accordaient pour dire qu'elle pouvait prendre le pouvoir si elle le souhaitait, par la force, sans la moindre résistance. Toutefois, qu'elle ait conscience de ce point ou non, Ymia, au terme d'âpres négociations, s'exila dans l'abîme, où elle ordonne désormais une nouvelle école, l'école suspendue, fondée à base du morceau de continent envoyé dans le vide. La tour est gardée, mais un unique portail y est maintenu, que des apprentis traversent pour aller perfectionner leur savoir. D'après certains, depuis cette époque, elle peut être dénommée sous le terme d'Éthéréen. Son nom est devenu celui du vide, et la rune qui est apparue sur son front, la glyphe y étant associée. S'il est vrai qu'elle partage désormais de nombreuses caractéristiques ainsi qu'un mode de vie similaire à eux, la Dame du Vide reste à l'origine une mortelle. De son vivant, elle consigna la plupart de ses recherches dans un livre de notes inachevé, ne plus être là, utilisé à travers les époques en tant que référence dans l'étude de la téléportation et de la translocation. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris quelques petites choses et qu'il ne vous aura pas embrouillé outre mesure sur le lore, parce que ça c'est quelque chose que je crains un peu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je sache que ce format vous convient et que du coup je peux en faire d'autres. Si vous trouvez qu'il y ait que au niveau explication je suis allé beaucoup trop loin, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et pour les prochains, j'essaierai du coup de faire en sorte que ce soit plus compréhensible, quitte à donner moins d'éléments de la vie du personnage. Quoi qu'il en soit, pour moi ça a été un plaisir à tourner, et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!